retrouver. Vous avez peut-être vu, hein, on enregistre ces animations visio pour que tout le monde puisse participer, même ceux qui ne peuvent pas être présents quand ça arrive. Donc, on peut suivre derrière, on peut regarder une fois que c'est diffusé. Voilà, petite parenthèse là-dessus. On est en animation de la Coupe de France du potager et on parle de comment préserver les sols et préserver non seulement les sols pour avoir des sols avec de la biodiversité, mais c'est aussi la clé de la fertilité des sols, qui fait qu'on puisse avoir des légumes qui poussent et des fruits. Eh bien, bonjour à vous deux, à vous trois, et on va continuer un petit peu. Alors, en dessous, je vois la classe de Philippe. Alors, écoute, là, il y a... Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes ici au CFA de Thilloy-les-Mauflaines, projet RAS, campus agro-environnemental, avec une classe de CAP jardinier paysagiste première année. Magnifique. Bonjour. Donc, vous êtes, ça veut dire que vous n'êtes pas des lycéens, vous êtes même après le bac, ou vous êtes des lycéens? Après le collège. Après le collège. Voilà. Eh bien, ravi de monter dans le. C'est bien, on s'éloigne le plus possible de la. Ravi d'être avec vous, monsieur. En allant dans le nord de la France. On peut se connecter partout dans le territoire français. Voilà. C'est un plaisir de vous. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à la Coupe de France du potager? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Super. Et donc, vous êtes aussi dans la Coupe du potager des Hauts-de-France. Ça, c'est une première. C'est bien ça. D'accord. Eh bien, ravi de vous retrouver, chers amis. Moi, je vais parler le moins possible aujourd'hui parce que l'important, c'est que vous puissiez apprendre des choses et échanger avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Et vous, en tant qu'étudiant en paysagisme et en maraîchage, si j'ai bien compris, vous êtes aussi bien parti pour un métier qui a beaucoup de sens. Moi, je vous félicite, chers amis. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. C'est les métiers dont on a vraiment besoin. Et les élèves, évidemment, enfin les apprentis, parce que ce sont des apprentis, sont très motivés pour participer à ce concours. Nous aussi, parce que c'est votre motivation qui nous donne de l'énergie. Nous, on est une association à but non lucratif et chaque fois qu'on rencontre des jeunes qui sont motivés, on est d'autant plus motivés, nous, à continuer. Donc, bonne chance dans le concours. On n'est pas dans le jury. On n'est pas dans le jury. Oui, non. Mais Pascaline est dans le jury. Nous avons également les secondes professionnelles aussi qui sont également qui vont joindre à nous pour ce concours. Excellent, excellent. Alors, je vois que Hélène a beaucoup de beaux visages de jeunes aussi avec elle. Bonjour à vous. Bonjour. On est les 6e de la Cordeille. On a un potager magnifique. J'en suis sûr. J'en suis sûr, on en est tous sûrs. Bravo. Alors, par contre, est-ce que vous pouvez me dire sur quel territoire c'est ça? Parce que moi, je ne connais pas toute la géographie française. On est dans le Var. Dans le Var, très bien. On continue de se déplacer. Au bord de la Méditerranée, magnifique. J'en doute pas que votre potager soit magnifique. Vous avez du beau temps, peut-être un peu plus que les autres, mais ce n'est pas juste ça qui compte. Hein. On va parler de ça tout au long de l'année. Hein. Ce n'est pas juste la température et l'ensoleillement qui comptent, mais en tout cas, c'est chouette de voir que vous êtes Et c'est votre première Coupe de France du potager et est-ce que c'est votre premier potager à l'école? Nous, oui, mais notre professeur, non. Elle en a déjà fait. On a déjà fait 2 fois avant, 2 années. Eh bien, bravo à vous. Bravo à vous. Donc, chers collégiens, merci d'être avec nous. Alors, on continue. Virginie Pontieux, vous avez beaucoup de jeunes magnifiques, jeunes aussi, on dirait, en visio. Je ne sais pas si votre micro fonctionne, si vous pouvez l'ouvrir comme ça, on vous dit bonjour. Bonjour. Hello. Vous nous entendez? Très, très bien. Donc, c'est la classe multi-âge du CP au CM2 de l'école du lycée à Beaucamp-Ligny. J'ai entendu tout sauf la ville. Beaucamp-Ligny. D'accord. Un petit village. Un petit village à 50 km de, pardon? À 20 km de Lille, à peu près. D'accord, super. Donc aussi dans le nord de la France. Vous n'êtes peut-être pas très très loin d'Arras, mais bon, c'est pas. Vous êtes un peu voisins avec le CFA qu'on a rencontré tout à l'heure chez Philippe.
Eh bien, ravi de vous rencontrer, les enfants. Coucou. C'est un plaisir. Ouais, vous êtes super. Bravo pour votre participation. Que vous preniez le temps comme ça, c'est super. J'espère que l'animation va vous plaire. On va parler aujourd'hui des sols et l'importance de la vie dans les sols. Et vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Levez la main et on note que vous voulez parler et on vous donne la parole. C'est très important. Voilà. Alors, D'accord, merci. Je vous en prie et merci d'avoir écrit. Je vois que vous avez écrit votre classe est connectée. Nous n'avons pas de son. En tout cas, on vient de vous rencontrer, Virginie et vos élèves. Merci. Alors, je vois classe primaire, CPCM2. Est-ce que c'est les personnes qu'on vient de rencontrer ou c'est d'autres? Non, MP Sora. En fait, c'est la même, c'est juste que sur le NI de la classe, on n'avait pas de son, donc je suis passée le son passe par mon ordinateur et le NI, on a l'image. Voilà. C'est clair. On peut vous voir de deux manières différentes, d'autant plus de plaisir, on va dire. Alors, professeur, qui s'est surnommé professeur dans le Zoom? Alors là, il y avait je vois. En tout cas, si professeur, vous voulez nous rejoindre pour vous présenter, n'hésitez surtout pas à ouvrir votre micro ou votre caméra. Je vais passer à droite. Je vois quelqu'un il y a juste marqué le iPhone, mais je vois une dame. Bonjour à vous, avec les lunettes. Je ne sais pas si voilà, vous vous êtes reconnu. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres indices. Hein. Mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Une fois qu'on s'est tous présentés, Pascaline va faire un exposé sur les sols. Prenez votre temps, on va revenir vers vous, ne vous inquiétez pas. Alors, Jalal à côté, J-A-L-A-L. Oui, vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je suis désolé, je suis tout seul aujourd'hui, sans élève. Je suis un référent en développement durable dans un lycée. Nul besoin de s'excuser. Oui. Alors, dans un lycée Jean Moulin à Roubaix, toujours dans le Nord. On est présent en force aujourd'hui, apparemment. Ah ça nous plaît. Ça nous plaît. On travaille en plus avec la région des Hauts-de-France. Ils aident beaucoup dans la mobilisation des participants et on les remercie de nouveau parce que c'est important. Nous, quand on peut travailler avec les collectivités et ensuite avoir plus de participation, que ce soit grâce à cela ou pas d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas, mais vous êtes super de venir en Force du Nord. Super. Je travaille je suis référent en développement durable, alors j'ai à charge d'animer un groupe d'éco-délégués au sein de l'établissement. Malheureusement, je n'ai pas pu puisque je dois fixer un rendez-vous qui convient à tous les éco-délégués, sauf que c'était très difficile. Oui. Voilà. Alors, j'ai préféré présenter les élèves, mais à la prochaine fois, ils seront là, ils pourront prendre la parole eux-mêmes. Ce sera un plaisir de les rencontrer. Avec un grand plaisir. On a de l'empathie, on sait que c'est difficile de coordonner les agendas d'obtenir un créneau pour les éco-délégués. C'est un son de cloche qui nous revient très souvent. Oui. Merci à vous, en tout cas, d'être avec nous. Je vous en prie. Et en bas à droite, je vois un nom utilisateur. Je ne sais pas qui c'est. Si cette personne se reconnaît et veut se présenter, n'hésitez pas. On a rencontré la classe primaire, on a rencontré tout le monde, je crois. Clément, bonjour, merci d'être avec nous de l'incubateur Landestini. C'est sympa de t'avoir, toujours. On a une belle équipe Landestini, chers amis. Clément, il travaille justement sur l'économie rurale et sur la question d'entrepreneuriat dans la ruralité, notamment en lien avec l'agriculture. Et il suit de temps en temps nos visioconférences. Et Charlotte et Margot sont nos superbes co-responsables de la Coupe de France du potager. Donc, je pense que vous connaissez au moins une d'entre elles. Et elles vont aussi co-animer avec moi. À un moment donné, moi, je vais devoir m'absenter quelques minutes. Elles vont prendre le relais si besoin. Mais sans plus attendre, Pascaline, est-ce qu'on a de la discussion sur les potagers, enfin plutôt sur le sol? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir de très important? Je pensais que j'ai un diaporama qui est prêt, où qui synthétise beaucoup de… C'est juste ma façon de te donner la parole, Pascaline. Je sais qu'il y a plein de choses importantes.
On trouve la dialectique pour enchaîner. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est nous, c'est peut-être nous qui c'est- faisons passer les slides, non? Charlotte, Margot, est-ce que c'est nous qui Je affichons vais les slides? essayer. A priori, je devrais y arriver. Si j'y arrive pas, je compterai sur votre aide, mais a priori, ça devrait être bon. Ben, normalement, tu vas pouvoir partager ton écran. Est-ce que ça, c'est... Juste parce que nous arrivons sur les réseaux sociaux, hein, j'en profite pour dire bienvenue à tout le monde qui nous suivra sur les réseaux sociaux. On est en animation de la Coupe de France du potager et on va parler avec Pascaline Nallet des sols et de la fertilité et de la vie dans les sols pour un potager très, très productif et en bonne santé. Alors, il faut que je retrouve mon diaporama. Alors, si tu souhaites, tu peux nous envoyer ton diaporama et on peut passer les slides nous-mêmes. Ça prendra quelques minutes. Ah ben c'est parfait. Magnifique. La parole est à toi. Tu peux passer tes slides. Moi, je vais couper mon micro pour t'écouter. Et si jamais il y en a qui ont des questions, je vous propose de d'abord écrire un petit message dans le chat, dans la discussion écrite qui est sur le côté. Là, vous pouvez l'activer en cliquant en bas sur discussion. Comme ça, Charlotte, Margot ou moi-même, on le verra. Et on interrompra gentiment Pascaline. Comme ça, vous n'êtes pas gênés. Ça vous dit? Super. Oui, Pascaline, c'est à toi. si on écoute bien, je sais qu'il y a des questions qui m'ont été envoyées par avance, mais si on écoute bien, il y a déjà des réponses dans l'exposé. Alors là, il y a plein de personnages. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est, en introduction, qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre tous ces personnages? Donc Gandalf, Mathilda, les sols, puisque c'est de ça qu'on parle. Et puis après, Elsa, et puis la bande de Harry Potter. Donc c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme point commun? Ah. Bon, à part les sols, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont connus? Ouais, je crois qu'elle a eu la bonne réponse. Comme réponse. La magie, ben voilà. Donc tous ces personnages-là font de la magie et il se trouve que les sols aussi font de la magie. Et quel type de magie font les sols? En fait, c'est la magie la plus puissante de toutes. Pourquoi est-ce que ça a sauté 2 diapos? Bah. Je ne sais pas comment revenir en arrière dans mes diapos. Donc, vous avez la réponse à la question. Les sols transforment ce qui est mort en quelque chose de vivant. Donc, la plus puissante des magies, c'est de transformer la mort en vie. Donc, ça, c'est une introduction sur les sols. Ça ne nous dit pas ce que c'est, comment ils fonctionnent, mais c'est quand même une sacrée introduction. Donc, Gandalf, il dit, moi, je suis magicien, je sais faire des trucs, mais est-ce qu'il s'est transformé la vie en... Est-ce qu'il s'est transformé la mort en vie? C'est pas sûr. Voilà, donc ça nous épate un peu quand même. Et on va regarder comment est-ce que les sols s'y prennent pour transformer ce qui est mort en quelque chose de vivant. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les sols? De quoi est-ce qu'ils sont faits? Qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors j'ai vu qu'il y a des classes qui sont très, très différentes. Il y a des petits, il y a des plus grands. Il y en a qui sont encore à l'école et puis il y en a qui sont en filière spécialisée. Donc, je vais essayer de parler à tout le monde pour que tout le monde comprenne et personne ne s'ennuie. Mais je pense que je vais apprendre des choses, même à ceux qui sont en CAP. Je vous fais un petit salut parce qu'à un moment, j'ai travaillé au CFA de la Saucée à côté de Chartres. Donc, il y avait effectivement des CAP, des JP, des KPHP. Pascaline, je crois que Virginie lève la main. C'était pour une question tout de suite et je vous en prie si c'est le cas. Oui. Ou alors c'était pour répondre à la question sur la magie, peut-être. Peut-être. Non, elle dit non. Je t'en prie, Pascaline. Bon, alors, on continue. Donc, de quoi est-ce que les sols sont faits? Alors, une grande partie des sols, c'est la roche, la croûte terrestre qui s'est cassée en tout petits morceaux. Et donc, ça peut être du sable, ça peut être du limon, et ça peut être de l'argile. Donc ça, c'est la plus grande partie de ce qui constitue les sols. Et tout ça, ça vient de la roche-mère, de la croûte terrestre.
Alors, dans le sable, les particules sont assez grosses. Ben, on les voit à l'œil nu, on prend du sable dans sa main, on voit les petits grains de sable. Dans le limon, c'est beaucoup plus fin. Le limon, quand on prend du limon, une terre très limoneuse, c'est un petit peu soyeux. Donc, ça fait à peu près 1/100 de millimètre. Et alors, l'argile, c'est encore plus fin. Là, il faut un microscope, et même carrément un microscope électronique pour voir les particules d'argile. Et donc, tout ça, c'est la matière minérale du sol. Mais en fait, on ne peut pas faire pousser grand-chose s'il n'y a que de la matière minérale. On peut même faire pousser rien du tout. Il manque. Qu'est-ce qui Juste manque? avec ça, on ne fait pousser rien, si je comprends bien. Ben, si on n'a que de la matière minérale, on arrive à des paysages comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a un tout petit peu quelque chose qui pousse, mais quand même pas grand-chose. Donc, il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque, à votre avis? Il manque de la matière organique. La matière organique. Très bien, voilà. Merci Laurent. C'était Laurent Subrenat. Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas Laurent Subrenat. Non, c'était un autre. C'est quelqu'un d'autre. Très bien. Pardon. Donc, on continue parce que... c'est constitué de matière minérale, des sables, des limons, des argiles, soit que du sable, soit que du limon, soit que de l'argile, soit un mélange des trois. C'est constitué de matière organique. Et aussi, il y a de l'eau et de l'air qui sont dans les petites infractuosités du sol. Et donc, justement, on a vu à un bout la matière minérale. Si on rajoute il faut de la matière organique. Et si on perd la matière organique, à ce moment-là, ce phénomène s'appelle désertification. Et la désertification, on verra que ce n'est pas que dans le Sahara que ça a lieu, c'est un peu partout dans le monde. Donc, quand les sols sont en bonne santé, ils contiennent beaucoup de matière organique. Il y a des études qui montrent que, en fait, pour faire très simple, la fertilité, c'est quand il y a beaucoup de matière organique. Et la fertilité, c'est aussi quand toutes les plantes qui poussent sont en bonne santé, les animaux qui mangent les plantes, etc. Donc, c'est la bonne santé, la fertilité du sol, c'est très, très lié à la quantité de matière organique. Du coup, puisqu'on en parle, qu'est-ce que c'est que la matière organique? Ceux qui sont en CFA, vous avez une idée? Comment est-ce qu'on pourrait définir la matière organique simplement? C'est peut-être un peu compliqué de prendre la parole en visio, mais on pourrait résumer en disant que la matière organique, c'est tout ce qui a été vivant. Donc, par exemple, il y a les déchets d'animaux, il y a les feuilles mortes, des exemples. Et là, il y a encore plus d'exemples. Donc, on voit ici, il y a des pommes qui sont en train de se décomposer. Il y a un animal entier. Une partie a été décomposée. Et ce qui est plus lent à décomposer, à savoir les os et puis un peu la fourrure, eh ben, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et là, on voit une litière, probablement dans une forêt. Donc, une litière avec plein de déchets végétaux et puis des petits champignons qui sont en train de décomposer. Et donc, tous ces trucs-là qui forment la matière organique, ça a été vivant à un moment. Et quand la matière organique arrive à une décomposition assez avancée, à ce moment-là, on appelle ça de l'humus. L'humus, c'est quelque chose qui est très, très précieux dans le sol. Est-ce que les jeunes, l'humus, vous en avez déjà entendu parler? Ça ressemble à l'humus ou le hummus, c'est sûr. Mais l'humus, c'est à la base de la vie, finalement. Mais peut-être que c'est la première fois que moi, la première fois que j'ai entendu humus, il n'y a pas très longtemps. Hein. Je me suis dit, mais on parle d'humus tout le temps, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas quelque chose qu'on mange. Mais c'est grâce au humus qu'on mange. Très, très important que vous rentriez ce soir et que vous disiez à vos parents ou à votre famille, je comprends ce que c'est le humus. Et toi, papa, et toi, maman. Ou et toi, cousin, etc. Très important. Pascaline, je me tais, pardon. Non, mais il n'y a pas de... Et donc, en fait, humus et homme, ça a la même racine. Et donc, quand tu disais que l'humus est à la base de la vie, effectivement,
L'humus est effectivement à la base de toutes les autres vies. Donc, en plus de la matière organique, de la matière minérale, de l'eau et de l'air, la matière organique au sens strict, on va dire, donc la matière en décomposition, qui finit par devenir humus, il y a quelque chose aussi dans le sol qui est très, très important. Ça, c'est un peu... Les bactéries. Ah, ben voilà. Dans le sol. Voilà. Donc, en fait, le sol contient énormément de micro-organismes de toutes sortes. Il y a des insectes dans le sol. Il y a aussi des insectes. Donc là, les insectes sont encore vivants. Les bactéries, elles sont vivantes. Il y a aussi des champignons, microscopiques ou pas. Donc ceux qui sont microscopiques, on ne les voit pas. Mais ceux qui ne sont pas microscopiques, on peut voir des réseaux de filaments. D'ailleurs, les champignons, c'est un peu l'Internet du sol. C'est-à-dire qu'ils créent des réseaux de filaments qui s'entrecroisent, qui se mélangent, qui se touchent, qui communiquent entre eux et qu'on appelle des ifs. Pas if comme l'arbre, mais if, H-Y-P-H-E. Donc ça vient du grec, alors du coup, il y a plein de Y et de PH. Et donc, ces ifs de champignons, donc les champignons, les réseaux de champignons servent à véhiculer de l'eau d'un endroit à un autre, des oligo-éléments comme du cuivre, du potassium, toutes choses utiles aux plantes ou aux insectes. Ils servent aussi à véhiculer des informations. On s'est rendu compte, on ne comprend pas très bien encore comment, mais les ifs des champignons véhiculent des informations. Donc, tous ces micro-organismes sont une partie très importante du sol. Ils sont en très grand nombre. Donc, ce qui veut dire que les sols, ce n'est pas juste de la matière minérale, de la matière organique en décomposition, donc la matière qui a été vivante et qui maintenant est morte, mais c'est aussi beaucoup de vie qui sert justement à décomposer et à faire germer et à aider à pousser. Et donc, c'est tellement plein de vie qu'on estime que dans une cuillerée de sol, donc on va dans son potager avec une cuillère, on prend une cuillère de sol, et bien dans cette cuillère de sol, il y a plus de micro-organismes que de personnes sur Terre. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes sur la Terre en ce moment? On vient de passer un nombre symbolique. Est-ce que vous savez combien on est de personnes sur Terre en ce moment? C'est pas hyper précis parce qu'on ne va pas compter tout. 7 milliards. On vient officiellement de passer les 8 milliards de personnes. Donc, dans une cuillerée à soupe de sol, il y a encore plus d'êtres vivants. Ils sont tout petits, évidemment, sinon ils ne tiendraient pas dedans. Mais ça veut dire que vraiment, un sol, c'est quelque chose qui est très, très vivant. Et donc, quel est le rôle de micro-organismes dans les sols? Donc, il y a plusieurs rôles. Ils sont tout petits, mais ils ont des rôles fondamentaux. Il y a quelqu'un qui a parlé, mais je n'ai pas bien entendu le commentaire. C'est la décomposition de la matière organique, c'est ça? Oui, alors en fait, l'humus, c'est une matière organique qui est très, très décomposée, mais malgré tout, elle n'est pas assez décomposée pour que les plantes puissent s'en nourrir. Et en fait, les bactéries terminent cette décomposition jusqu'aux éléments chimiques de base que les plantes sont capables d'absorber par leurs racines. Donc, en fait, les bactéries, souvent, sont en bout de chaîne de décomposition. Ils peuvent être aussi en début de chaîne. Par exemple, là, sur cette pomme, on voit que... il y a des petites moisissures, en fait, ce sont des micro-organismes. Là, il y a une autre moisissure, ce sont aussi des micro-organismes. Mais les micro-organismes, ils sont aussi tout à fait au bout de la chaîne et c'est eux qui terminent de décomposer la matière pour qu'elle soit assimilable par les plantes. Donc ça, c'est un des rôles des micro-organismes. Voilà, donc c'est ce que je disais. Et puis, il y a un autre rôle. Les micro-organismes, en fait, sont constitués d'eau et ils sécrètent énormément de petites choses, de petites colles, de petits machins. Et
c'est grâce aux micro-organismes que la terre peut avoir un bel aspect grumeleux. Contrairement au sable, si on prend du sable, bah, il dégouline entre les doigts, il ne se tient pas. Si on prend de l'argile, c'est le contraire, elle se tient trop bien, donc il ne peut rien se passer dans de l'argile. Les micro-organismes, en fait, ils font une espèce de bouillie. Et donc, cette bouillie très vivante, qui se tient bien, mais qui n'est pas trop compacte, c'est les micro-organismes qui donnent cette structure-là. Il y a aussi un autre rôle des micro-organismes. Alors, il y a certains qui sont bénéfiques aux plantes, d'autres qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui rendent les plantes malades. Par exemple, ce qu'on a vu sur les pommes, ce sont des micro-organismes qu'on appelle pathogènes. Alors, ils sont pathogènes quand on a envie de manger les pommes, c'est-à-dire que quand ils arrivent sur la pomme avant qu'elle soit mûre, par exemple. Et puis, quand la pomme est tombée au sol et qu'on a ramassé d'autres pommes, à ce moment-là, on est content, on dit qu'ils décomposent la pomme. Mais en fait, plus il y a de micro-organismes, plus en quantité, plus il y a de variétés de micro-organismes. Et on a remarqué qu'à ce moment-là, il y a encore plus, en proportion, de micro-organismes bénéfiques que de micro-organismes pathogènes. Et en fait, quand la quantité de micro-organismes diminue, ce sont les pathogènes qui restent en dernier. Et donc, c'est pour ça que dans les sols pauvres, les plantes ont plus tendance à tomber malades, entre autres raisons. Donc, on voit que bien qu'ils soient tout petits, ils sont très nombreux, très vivants, et ils jouent des rôles essentiels dans la vie du sol. Bon, donc ça, c'est pour les sols. Maintenant, quel intérêt ça a d'avoir des sols en bonne santé? Bonne question. Parce qu'après, on pourrait peut-être s'en passer. On sait faire tellement de trucs. Est-ce que vous avez des idées des propositions d'idées? Est-ce que les CAPA JP ou les bacs pro ont une idée? Parce qu'en fait, quand on est paysagiste, très souvent... de productivité, car les sols sont riches. Ah. Si les sols sont en bonne santé, ils sont riches et ils feront pousser des plantes. Oui. Alors déjà, les sols, ils nous fournissent... bon, là, c'est juste... On parle juste de nourriture et d'abri, mais ils nous fournissent beaucoup plus que ça. La fertilité. Augmenter la fertilité. Augmenter la fertilité. Donc, quand les sols sont en bonne santé, on parle aussi de fertilité. Donc, taux de matière organique, fertilité, bonne santé des sols, tout ça, c'est à peu près synonyme. Les sols nous fournissent une quantité de choses incroyables. Là, on a des maisons, des habitats qui sont anciens, mais si on regarde nos habitats à nous, bah, y a du bois dans ces habitats, il y a des isolants qui sont, par exemple, en fibre de bois ou en fibre de chanvre, ça se fait de plus en plus. Donc, on s'en sert aussi pour nos habitats, on s'en sert pour nos vêtements, on s'en sert pour nos meubles, des tas de choses. Donc, on a besoin que les sols soient en état de faire pousser des plantes. Alors, la fertilité, c'est aussi plein de petites bébêtes qui peuvent être plus grosses que les bactéries. Donc, ici, on a un petit mulot qui est en train de faire une sieste avant de courir dehors pour aller chercher quelque chose à manger. Peut-être qu'il ira manger la racine de carotte. Il y a des petites fourmis avec plein de nids de fourmis. Bon, là, c'est un schéma. On voit là des vers de terre. Il y en a un autre. Là, ça peut être des cloportes. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être une larve d'insecte. Ça, c'est un myriapode. Myria, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Les podes, c'est les pattes, donc c'est beaucoup de pattes. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les racines des plantes. Et puis, au milieu de tout ça, qu'on ne voit pas, mais il y en a aussi beaucoup, c'est les racines les racines des ifs, des champignons. Donc, en fait, il y a une grande biodiversité quand le sol est en bonne santé. Et donc, cette biodiversité du sol est liée à la biodiversité au-dessus. Du coup, il y a une petite question. J'ai peut-être donné un élément de réponse tout à l'heure avec la cuillère, mais si on compte tous les êtres vivants qui sont sur Terre et tous les êtres vivants qui sont dans la Terre, à votre avis, où est-ce qu'il y en a le plus? Sur Terre, avec tous les hommes, il y en a une chance sur deux. Hein. Une chance sur deux, pile ou face? Une chance sur deux, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit au sujet de la réponse de sol?
C'est dans le sol. C'est dans la terre. C'est dans la terre parce que c'est pas les mêmes, c'est pas la même taille, mais il y a énormément, en quantité et en variété, il y a énormément de créatures vivantes dans le sol. Alors, un sol en bonne santé, il est capable de plein d'autres choses. Il n'est pas seulement fertile, il ne peut pas seulement produire des tas de plantes et puis des tas d'arbres pour faire des tas de choses qui nous sont utiles et pour qu'on respire mieux. Ils peuvent aussi stocker de l'eau, mais directement dans le sol, pas dans des réserves, pas dans des rivières, pas dans des lacs. Alors là, il y a un petit lac schématisé et on a schématisé la façon dont l'eau pénètre dans le sol. Donc on voit qu'elle peut pénétrer par les côtés et du coup elle s'infiltre, elle peut remonter par les racines et arriver même plus haut que le niveau de l'eau en fait. Je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. Donc l'eau qui tombe, elle est stockée là, mais en fait le sol et tous les réseaux des racines et des ifs des champignons peuvent arriver à faire remonter l'eau plus haut que le niveau là. Elle descend ici mais tout doucement. Donc ça veut dire que du coup elle s'infiltre. Alors, si les arbres ont des racines assez profondes, ils peuvent aller la chercher aussi, mais surtout, ça peut faire redescendre l'eau dans la nappe phréatique. Et si les sols sont en bonne santé, en partie grâce à la façon dont ils sont structurés par les micro-organismes, avec des tas de petites infractuosités, à ce moment-là, eh bien, quand il y a une grosse averse, le sol est capable d'absorber cette eau-là. Même si elle tombe d'un coup, même s'il y en a beaucoup qui tombent d'un coup. S'il y a plein, par exemple, pour parler de ce qui est connu, s'il y a plein de galeries de vers de terre qui sont en général verticales, l'eau tombe dans ces galeries, elle remplit les galeries, et puis il y a des micro-infractuosités, et l'eau pénètre par les côtés des galeries et sature le sol. Et du coup, une grosse averse, elle est absorbée par le sol, elle n'est pas déversée dans le fossé, qui se déverse dans la rue, qui se déverse dans les rivières qui font des crues. Alors évidemment, il y a des limites, mais ça permet de contenir énormément quand il y a des à-coups dans la pluviométrie, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau est emprisonnée dans le sol, aussi bien en bas qu'en haut, dans les couches les différentes couches du sol, à ce moment-là, les plantes, elles ont à côté de leurs racines de l'eau à disposition et elles peuvent mieux résister aux sécheresses. Donc ça, c'est un autre réservoir. Pardon? Il y a une sorte de réservoir. Le sol est une sorte de réservoir. Ça peut être un réservoir énorme de l'eau qui tombe. Donc tout ça est lié à la quantité de matière organique et évidemment à l'épaisseur du sol. Dans tous les endroits, le sol n'a pas la même épaisseur, mais plus il y a de la matière organique et plus le sol sert d'éponge. Et donc une éponge, ça permet de résister aux inondations, enfin d'éviter les inondations, et puis de résister aux sécheresses. Alors, il y a aussi autre chose dont on parlait peu il n'y a pas longtemps, et puis dont on parle de plus en plus, parce que certaines personnes le savent depuis des années, mais tout le monde n'était pas au courant. C'est que, alors, comment est-ce qu'une plante pousse? Comment on fait une plante pour se construire? Donc, pour les grands, ça va aller. Pour les petits, je vais essayer de faire simple. Dans l'atmosphère, il y a de l'oxygène, ça on le sait parce qu'on en a besoin pour respirer. Il y a aussi du gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est une molécule avec du carbone et de l'oxygène qui se donnent la main. Donc il y a un atome de carbone et puis 2 atomes d'oxygène qui se donnent la main et qui sont attachés très fort. Donc pour les détacher, il faut de l'énergie. L'énergie, elle est donnée par le soleil et c'est ça qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, ça se passe dans les feuilles. Et c'est ça qui... Et donc, le soleil aide les plantes à casser la molécule de CO2, de gaz carbonique. Et à ce moment-là, les plantes récupèrent le carbone. Elles se construisent avec des petits atomes de carbone. Et puis, elles rejettent de l'oxygène. En fait, matière organique, on pourrait dire matière carbonée, parce que tout ce qui est vivant, ce sont des chaînes carbonées. Bon, ça c'est compliqué. C'est-à-dire les molécules, aussi bien les plantes que les insectes, que les animaux, que nous,
On est fait avec on est constitué de molécules où il y a du carbone. Et c'est des petits carbones qui se donnent la main et puis qui donnent la main à d'autres molécules, d'autres atomes aussi. Et donc, chaque fois qu'une plante pousse, elle prend du carbone dans l'atmosphère et elle s'en sert pour se construire, soit des feuilles, soit des tiges, soit des racines. Donc, ça veut dire que les sols en bonne santé, plus ils stockent de matière organique, plus ils stockent de carbone. Et ce carbone, il vient de l'atmosphère. Du coup, si on sait stocker beaucoup de matière organique dans les sols, eh ben, on peut arriver à réguler le changement climatique. Évidemment, c'est un gros travail, mais c'est possible. Il faut qu'on s'y mette, qu'on ne tarde pas trop, mais c'est possible. Et du coup, question suivante. Ah, donc l'atmosphère, c'est quand même gigantesque. Et le sol aussi, c'est gigantesque. Donc il y a du carbone dans l'atmosphère et puis il y a du carbone dans les sols. À votre avis, où est-ce qu'il y a le plus de carbone? Là, on avance vraiment à l'aveugle. Je vais vous donner la réponse. La réponse est que pour le moment, il y a 3 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère. Mais ça, c'est pas sûr que ça dure très longtemps parce que pour le moment, en ce moment, eh bien, on est en train de diminuer le taux de matière organique dans les sols, c'est-à-dire diminuer la quantité de carbone dans les sols à cause de notre façon de cultiver. Donc, au moment du néolithique, les hommes ils cultivaient très très peu. Et puis, plus le temps a passé, plus on a été performant dans la culture. Et en fait, là, on est tellement performant qu'on ne fait plus attention et on est en train de détruire les sols. Par exemple, quand on récolte quelque chose, là, c'est des carottes, mais ça pourrait être du riz, ça pourrait être du blé, ça pourrait être d'autres légumes. En fait, on prend de la matière organique, puisque tout ce qui est vivant, c'est la matière organique. Et en général, on ne la remplace pas. Donc, c'est-à-dire on retire de la matière organique, mais on n'en remet pas autant. Donc, du coup, on appauvrit. Il y a aussi autre chose qui appauvrit les sols, c'est le fait de labourer et de laisser les sols à nu. En général, les gens ne comprennent pas trop pourquoi labourer, ça détruit les sols. Mais si on regarde les choses autrement, si on se dit, voyons voir, imaginons, je suis un petit ver de terre. J'ai creusé ma galerie, ce qui m'a pris du temps, de l'énergie. Donc, ma petite galerie verticale avec des petites cabanes dans ma galerie. Des petites cabanes où je fais la sieste, des petites cabanes où je mets des réserves. Euh, et là, il y a une charrue qui arrive et qui met tout cul par-dessus tête, qui détruit tout. Et qu'est-ce qui devient ce petit ver de terre? Il n'a plus sa maison, il n'a plus son garde-manger où il avait fait ses stocks, il n'a plus l'endroit où il peut faire sa sieste. Il y a ses copains qui sont coupés en deux. Donc voilà, c'est ça le labour. Donc on a labouré parce qu'il y a d'autres intérêts du labour, mais il n'empêche qu'il y a cet aspect-là qu'on a négligé et dont on est en train de se rendre compte, c'est que le labour, ça détruit beaucoup de choses. Et aussi autre chose qui détruit, c'est que un sol qui reste à nu, eh ben, il ne peut pas être en bonne santé. Donc là, on voit, c'est probablement des pommes de terre qui ont été butées. Butées, ça veut dire on les met sous la terre pour qu'elles fassent des tiges plus grandes. Donc c'est probablement des pommes de terre. Là, le sol, il est tout à nu, il est au soleil, il est en train de se dessécher, il est en train de chauffer. Alors qu'à côté, surtout là où c'est vert, il y a une culture. Et ben, on sent que le sol, il est plus protégé, il est à l'ombre. S'il y a une grosse averse, ça ne va pas lui faire mal puisque ce sera absorbé. Et s'il se met à faire chaud, ben, le sol sera abrité de la chaleur. Donc, ces façons de cultiver, c'est tellement destructeur. On a fini, c'est presque l'excès d'une bonne chose. Au départ, le labour, c'était intéressant et finalement, on a fait ça à l'excès. C'est tellement destructeur que l'ONU affirme que chaque seconde, il y a un demi-hectare de sol qui se transforme en désert. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça représente comme surface, un hectare?
Donc, 1 hectare, c'est... J'ai pas entendu, pardon. Je disais là, ça a moins de propositions tout de suite. Il y a moins de propositions. Donc, 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, ça veut dire que chaque seconde, il y a 5 000 mètres carrés qui se transforment en désert. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Et c'est partout dans le monde. Et à ce rythme-là, les Nations Unies estiment qu'il nous reste à peu près 60 ans de sol cultivable. Sauf que cette estimation, c'était il y a quelque temps. Donc maintenant, c'est peut-être 55 ans de sol cultivable. Si on continue comme ça, on n'est pas obligé, mais si on continue comme ça, c'est ça qui nous attend. Donc, je disais, c'est partout dans le monde, donc aussi bien en Inde, en Europe qu'aux États-Unis qu'en Afrique. Et là, on ne parle pas de l'Amérique du Sud, mais c'est pareil. Il y a à peu près, plus ou moins selon les endroits, à peu près la moitié des sols qui sont très dégradés, voire désertiques. Donc, en Afrique, ça va plus vite qu'ailleurs parce qu'en Afrique, il fait plus chaud. Et que plus il fait chaud, plus la dégradation est rapide. Donc, ça, c'est un petit peu problématique. En fait, on a vu que fertilité, taux de matière organique, bonne santé des sols, c'était un peu similaire. On estime que pour que les sols soient en bonne santé, il faut au minimum 3% et le mieux, c'est autour de 6% de matière organique. Donc évidemment, c'est assez global comme ordre de grandeur, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Dans certains endroits, ce sera un peu moins, dans d'autres endroits, il y a déjà ça, il faudrait un peu plus, mais 3 à 6% de matière organique, c'est une espèce d'ordre de grandeur à avoir en tête quand on cherche à avoir un sol en bonne santé. Du coup, comme il y a beaucoup de sols qui sont en mauvaise santé, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Bon, la conséquence, c'est que les cultures ne poussent pas aussi bien. Ça, c'est une conséquence immédiate. Conséquence à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que les légumes, les fruits, etc., deviennent moins nutritifs. Alors là, il y a un petit exemple. Les oranges, on sait qu'elles contiennent de la vitamine C. Bon, il se trouve qu'elles contiennent aussi de la vitamine A et qu'elles ont perdu en vitamine A depuis 50-60 ans à peu près. Donc, pour la même quantité de vitamine A il y a 50-60 ans, il faudrait manger, à votre avis, 2 oranges, 5 oranges, 8, 11 oranges. En tout cas, il faut en manger plus. Ah. En fait, il faudrait manger 4 fois 3. 4 fois plus. C'est pas 4, c'est 8. Il faudrait manger 4 fois plus. Non, 8. 8 ah oui, 8 oranges au 4. Il faudrait, c'est-à-dire que dans une orange, il y a 8 fois moins de vitamine A que dans une orange il y a 50 ou 60 ans. Donc ça. Donc on perd en termes de nutriments qualité, voilà, dans un même. C'est-à-dire que non seulement sur un sol en mauvaise santé, on produit moins, mais en plus, ce qu'on produit, c'est moins nourrissant. Donc c'est double peine. Donc parmi les autres conséquences, du coup, si on produit moins et que c'est en plus mauvaise santé, là, on a une assiette vide. Ça veut dire que on va devoir faire face à des famines. Ce qui a déjà un peu commencé en Afrique, puisqu'on a vu que c'est là que les sols étaient le plus dégradés. Si un sol est en bonne santé, il retient l'eau. Si il a moins de matière organique, il ne retient pas l'eau. Donc, on a des inondations, on a des sécheresses. On a une perte de biodiversité. Et donc, on voit qu'un sol en bonne santé, ce n'est pas que pour produire une bonne nourriture et de bonne qualité et en quantité suffisante. C'est déjà énorme, ça. Mais en fait, un sol en mauvaise santé, ça a des conséquences quasiment dans tous les domaines de la vie. Là, c'est une présentation un peu rapide, quoi. Alors, tout ça, c'est assez déprimant s'il n'y avait pas de solution. Donc, quand on dit que quand les sols perdent de la matière organique, à ce moment-là, ils s'appauvrissent, du coup, la solution, c'est de rajouter de la matière organique. Pour rajouter la matière organique, il faut faire évoluer les pratiques agricoles. Parce que les sols où déjà il y a des habitations qui sont construites, là où il y a des villes, on ne va pas pouvoir faire grand-chose.
parce qu'il y a des gens qui habitent, là où il y a des industries non plus, on a besoin quand même des industries. Donc, c'est sur les sols agricoles. Les forêts, on peut jouer un peu, mais c'est surtout sur les sols agricoles qu'on peut faire quelque chose. Donc, ça veut dire, pour faire simple, il faut mettre plus de déchets végétaux, plus de déchets animaux dans les sols. Et donc là, je m'adresse aux ceux qui sont en CFA. Vous avez sûrement vu qu'on peut broyer. Quand on taille une haie, par exemple, on peut la broyer. Et qu'est-ce qu'on fait du broyat? Des compos. Par contre, j'ai entendu qu'il y en avait qui répondaient, mais j'ai pas. Des copeaux, non? On fait des copeaux. Donc, on fait des copeaux. Une fois qu'on a fait ces copeaux de bois avec tout ce qu'on a taillé d'une haie, par exemple, on en fait du paillage. Voilà. Donc, le paillage, par exemple, quand on a taillé une haie, ça peut servir pour la haie. Donc, on peut tailler et puis remettre au pied tout ce qu'on a taillé et on l'a broyé. Et à ce moment-là, ça va nourrir la haie, nourrir le sol plutôt, qui va nourrir la haie, qui sera en meilleure santé. Ça veut dire aussi comme changement de pratique, il faut arrêter de laisser les sols à nu. Donc, quand on paille une haie avec les déchets de la taille, par exemple, le sol, il n'est pas à nu. Et quand on cherche à pailler d'une manière ou d'une autre un sol cultivable, on peut faire des cultures de couverture. Donc ça, c'est en agriculture. Les cultures de couverture, c'est des plantes qu'on cultive, mais on ne va pas les récolter, on ne va pas les manger. On va plutôt les laisser au sol et c'est le sol qui va les manger. Et en digérant ces cultures-là, qui seront mises par terre, à ce moment-là, il y a de la matière organique qui va rentrer dans le sol. Alors, s'il y a un agriculteur qui fait ça dans son coin, c'est très très bien. Mais ça ne va pas suffire. Parce qu'il faudrait que chaque seconde, on paille 5000 mètres carrés. Vous vous rappelez, hein? Chaque seconde, il faudrait pailler 5000 mètres carrés pour compenser la désertification, pour arrêter et compenser la désertification. Donc, pour que ça aille vite, il faut quand même qu'il y ait des politiques. À ce moment-là, s'il y a des politiques, il y a des lois, des obligations, des interdictions, des aides. Et donc, pour influer sur les politiques, il y a divers moyens, mais le mouvement Save Soil, ou Sauvons les sols en français, a été créé donc il y a un peu plus d'1 an. Et donc, ce mouvement, il a deux buts. D'une part, la sensibilisation au fait que les sols sont importants, qu'ils sont en train de se dégrader, mais qu'on peut y faire quelque chose. Et d'autre part, influer sur les politiques. Donc, il y a tout un tas de personnalités connues qui soutiennent ce mouvement. Il y a tout un tas d'événements qui ont été faits. Donc, ça, il y a des alpinistes qui sont montés jusqu'en haut du mont Everest pour sortir un drapeau pour dire, vous voyez, même en haut du mont Everest, on s'en préoccupe parce que c'est important. Il y a le plus haut bâtiment du monde à Dubaï qui a été illuminé aux couleurs de Save Soil. Il y a plein de gens qui se sont réunis pour dire aux autres, est-ce que vous savez que les sols sont importants, qu'ils sont en danger, qu'il faut faire quelque chose? Il y a eu des concours d'art. Et il y a même des gens qui ont écrit à des hommes politiques, à des dirigeants, pour leur demander de faire quelque chose. Et en particulier en France, il y en a qui ont écrit à des députés. Il y a certains députés qui sont intéressés par la question, qui se disent que oui, il faudrait s'en occuper. Et du coup, on est en discussion avec eux. Et donc ça pourrait être le résumé. C'est en anglais, je suis désolée pour les petits, mais c'est la langue passe partout dans le monde. No soil, no life. Ça veut dire pas de sol, pas de vie. C'est un peu ça comme ça qu'on pourrait résumer. Et donc, c'est pour ça que quand nous avons découvert que Landestini faisait la Coupe de France du potager, on s'est dit que vraiment, c'était une idée qui était exceptionnelle, pleine de joie, pleine de potentiel, pleine de vie. Et on a proposé d'introduire le prix Sauvons les sols. Donc, ce prix Sauvons les sols, c'est un prix supplémentaire qu'ils ont tout de suite accepté d'introduire et qui récompensera le potager, enfin l'équipe qui aura le mieux pris soin de son potager, soit en le restaurant parce qu'il était dégradé, soit en l'améliorant parce qu'il était déjà bon, soit en montrant deux façons de cultiver ou qui ont des conséquences différentes sur le sol. Après, chaque équipe est libre de décider de ce qu'elle voudra faire avec le sol de son potager, comment s'en occuper. Et puis donc,
on essayera de départager les candidats. Exactement. On a introduit ce prix cette année. Merci Pascaline pour cette super présentation. Pour montrer qu'on parle de labour, de matière organique, etc. au sol. Donc là, c'est à plus grande échelle, mais c'est des pratiques qui sont aussi à pratiquer au potager, éviter tout ce qui est motoculteur, travail trop profond du sol pour éviter de casser les habitats des micro-organismes, restituer la matière organique, etc. Donc c'est vraiment à toute échelle. Et donc, on encourage vraiment, on vous encourage à prêter cette attention particulière au sol pour son importance et également à parler autour de vous, diffuser toutes ces informations qui sont précieuses et qui sont vraiment importantes pour la planète et l'humain. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette présentation. Sinon, on a quelques petites questions à vous poser. En lien avec les sols. Sinon, c'est le moment où vous pouvez effectivement faire des remarques ou poser des questions. Alors, en fait, il y a une question. Je suis désolée, dans les commentaires, il y a des tas de petites choses, mais je ne pouvais pas voir les commentaires en même temps que la présentation. On me demande, quand j'ai dit qu'il y a 5000 mètres carrés de sol qui disparaissent chaque seconde, ou bien 1 hectare toutes les 2 secondes, en fait, quelqu'un me demande combien de stades de foot ça représente. Donc, un stade de foot, justement, les dimensions ne sont pas tout le temps les mêmes. Je ne suis pas experte en foot. Donc, mais ce que je sais, c'est qu'un stade de foot, justement, c'est entre 4000 et 10 000 mètres carrés selon les cas. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a un stade de foot qui disparaît chaque seconde. Enfin, qui ne disparaît pas, il désertifie. Il perd sa capacité à être productif. Il perd sa matière organique au point de ne plus être fertile du tout. Voilà. Alors, il y a des questions écrites qui avaient été posées avant. Oui, il y avait des questions sur des côtés plutôt de tes pratiques, sur comment détecter la présence de polluants, mesurer le pH du sol simplement. Des petites questions Alors, comme ça. la présence de polluants, déjà, une indication, c'est est-ce qu'on connaît l'historique de l'endroit où on va mettre un potager? Si on connaît l'historique, on peut avoir une idée, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Si c'est dans un jardin où il n'y a jamais eu de produits chimiques entouré de jardin, où il n'y a jamais eu de produits chimiques, il n'y a sûrement pas de polluants. Si on habite en zone industrielle, bah, il peut y en avoir. Si on habite au bord ou pas très loin d'une autoroute, il peut y en avoir, par exemple. Ou si on prend une zone industrielle en friche et qu'on essaye de cultiver, là, probablement, il y a quelque chose à faire. De toute façon, là, je ne peux pas répondre. Ce sont des entreprises spécialisées qui s'en occupent. Donc, si on a un doute, ben, on contacte une entreprise qui peut faire des analyses, et c'est des analyses assez spéciales. Et puis, selon les contextes, ce n'est pas forcément les mêmes analyses qu'on fait. Alors, le test du pH. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Il faudrait dire quelque chose. On vous entend très mal. On vous entend très mal. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement poser votre question à l'écrit. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. On va continuer sur le... Alors, une autre question, c'était sur le pH du sol. Alors, en fait, il y a en général, enfin, c'est assez rare, ça existe, mais c'est assez rare que les sols soient beaucoup trop acides ou beaucoup trop basiques. Les légumes aient du mal à pousser, mais ça peut arriver. Une façon très simple pour savoir si le sol est trop basique, c'est qu'on prend un peu de sol et on met du vinaigre. Si ça fait des bulles, ça veut dire qu'il y a des réactions entre le vinaigre qui est acide et le sol qui est basique. Il faut qu'il y ait beaucoup de bulles pour que ce soit très, très basique. Ce n'est pas très précis, mais ça donne une indication.
Alors, le pH, c'est quelque chose qui mesure le potentiel hydrogène, donc le nombre d'hydrogène dans une solution. Le sol, c'est pas tout à fait une solution. Donc, il faut prendre de l'eau distillée, mettre un petit peu de terre dans cette eau distillée, mélanger, laisser décanter. La terre tombe au fond et ce qu'on mesure, c'est le pH de l'eau qui au départ était distillée et qui s'est chargée de ce qu'il y a dans le sol. Et donc, c'est ce pH-là qu'on mesure. Soit on peut acheter un kit pour mesurer le pH, on trouve ça en jardinerie, soit on peut faire avec du chou rouge. Le chou rouge réagit au pH. Donc, si on met du chou rouge dans cette solution, si la solution est acide, il devient rose. Et si la solution est basique, il devient violet. Donc, c'est assez rigolo à faire. C'est pas très précis, mais on peut voir quand même si le sol est acide ou basique. Sachant que... C'est extrêmement ludique. Mais oui, c'est amusant. Et puis, ça marche bien. Mais... Et sachant que la plupart du temps, les sols sont ni trop acides ni trop basiques et qu'on peut faire pousser les légumes. Bon, il y a les choux qui supportent mal quand c'est assez acide, mais bon, il faut vraiment que ce soit bien acide. Et en fait, plus on rajoute de la matière organique, plus le sol va devenir avec un pH proche de 7, c'est-à-dire un pH neutre. C'est-à-dire que la matière organique qu'on va rajouter va ramener le pH à un pH neutre. Donc, si on a un sol un peu trop acide ou un sol un peu trop basique, au fur et à mesure des années, ça ne va pas se faire en 5 minutes, hein, mais au fur et à mesure des années, le pH va être tamponné et à ce moment-là, il sera de plus en plus fertile aussi parce que le pH est de moins en moins extrême. Et peut-être qu'il y a beaucoup de questions dont on a répondu, tu as répondu pendant l'exposé sur l'intérêt des animaux, etc., présents dans le sol. Peut-être qu'on pourrait faire un point sur la technique des lasagnes en permaculture, ses avantages peut-être pour l'intérêt du sol. La technique des... Alors, une chose que je n'ai pas dite au sujet de rajouter de la matière organique. Une façon de rajouter de la matière organique, c'est de mettre un paillage. Un paillage, qu'est-ce que c'est? C'est du végétal qu'on met par-dessus le sol. On ne le mélange pas au sol, mais on le laisse par-dessus. Et le sol, par l'intermédiaire des petites bébêtes, donc ça peut être les vers de terre, les cloportes, les limaces, les bactéries, le sol va digérer cette matière organique, l'incorporer, enfin il va se l'incorporer en fait. Et c'est comme ça que le sol est protégé, nourri et il s'enrichit. Ce qu'il faut savoir surtout au potager, c'est que selon la matière organique qu'on met, ça peut être bénéfique ou pas trop, parce qu'il y a des paillages qui sont plus ou moins digestes par le sol. Donc si on met du foin, par exemple, qui est présenté comme le meilleur des paillages, le foin, c'est quelque chose qui est assez facile à digérer. Quand un arbre pousse, qu'est-ce qu'il fait? Il construit du bois. Il fabrique du bois. Et pourquoi est-ce qu'il fabrique du bois? Parce que c'est solide, c'est résistant, et ça ne va pas se décomposer tout de suite. Et comme ça, il va pouvoir vivre longtemps avec son tronc, ses branches, et puis au bout de son tronc et ses branches, il va pouvoir faire des feuilles. Donc on peut faire un paillage avec des feuilles. Les feuilles, ça va être assez vite digéré. Si on fait un paillage avec du bois, là, comme le bois c'est conçu pour être solide, le paillage ne va pas être digéré très très vite. Donc en fait, au début, le sol n'aura pas assez de force pour digérer le paillage en bois et puis pour faire pousser des légumes. Donc il faudra attendre. On ne pourra rien faire pousser pendant 1 an ou 2 si on met du paillage en bois. Donc si on met de l'herbe fraîche, par exemple, d'un côté on tond du gazon et puis de l'autre côté, hop, on le met sur le potager, ça c'est un paillage qui se digère très facilement. Parce que c'est de l'herbe qui est toute tendre, on sent bien, si on la prend dans les mains, on sent bien qu'elle ne va pas résister. Donc elle sera très vite digérée, mangée par les uns et les autres. Mais il ne faut pas en mettre une couche trop épaisse, sinon elle se tasse et elle pourrit. Donc, elle fermente. Ça fermente bien, j'ai pu pratiquer le... Voilà. Donc, on me demande si l'herbe sous l'apport de matière organique, du coup, c'est assez pertinent en termes de première dégradation.
Donc, en fait, la culture en lasagne, c'est une façon de construire un sol par-dessus le sol en alternant ce qui se digère vite et ce qui se digère pas vite. Et donc, il y a différentes techniques. On peut faire donc soit les lasagnes, le nom est très, très parlant, soit les buts de permaculture, c'est le même principe, c'est on alterne les couches. Et donc, on va pas répondre dans le détail là, mais selon la composition de ce qu'on met dans le paillage, ça se décompose plus ou moins vite et donc c'est fertile plus ou moins rapidement. Mais l'idée, c'est c'est de construire un sol par-dessus le sol qui soit à la fois fertile tout de suite et qui ait un réservoir de fertilité par les matières qui sont plus difficiles à digérer, comme le bois. Voilà. Et pour ce qui est des cultures hors sol, on a une petite question. Est-ce qu'on aurait des conseils à donner sur la culture hors sol, puisque c'est peut-être pas des techniques qui puissent Alors en fait, s'utiliser pour ceux qui, par exemple, sont en terrasse, en balcon ou qui ont une cour, il n'y a pas du tout d'herbe, on peut prendre des bacs, mais si on met que de la matière organique, il va manquer la matière minérale. Or, on a vu que la matière minérale, c'est quand même 95% de la composition d'un sol. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est même indispensable si on veut que ça dure, c'est de trouver d'une manière ou d'une autre, parfois on peut l'acheter, parfois on peut en récupérer, de la terre, mais de la vraie terre, pas du terreau. Ce qu'on achète en jardinerie, c'est du terreau en général. Et le terreau, c'est que de la matière végétale. Donc, ce qui est bien, c'est de remplir ces bacs avec de la terre. En fait, la terre qu'on achète, il y a des entreprises qui en achètent, elles les récupèrent quand il y a des lotissements, des bâtiments ou autres qui sont construits sur un endroit où avant c'était cultivé ou un jardin ou quelque chose comme ça. Ils récupèrent la terre du dessus qui est une bonne terre et ils la revendent. Du coup, elle n'est pas perdue. Mais c'est très important quand on est hors sol d'avoir de la terre en plus du terreau. Et donc, par-dessus cette terre, on rajoute du terreau. Et après, une fois que c'est lancé, on peut cultiver. Donc, la date, donc je vois qu'il y a des petits qui vont partir à la récréation. Oui. Mais je suis bien contente qu'ils aient écouté. J'espère qu'ils auront retenu quelque chose. Et donc, juste pour terminer, en fait, le 5 décembre, le jour où nous faisons cette présentation, le 5 décembre, c'est la journée internationale des sols. Donc, en fait, à quoi sert une journée mondiale de quelque chose? Eh bien, ça sert à attirer l'attention sur un sujet. Donc là, aujourd'hui, le jour où nous présentons ce que c'est qu'un sol, comment il est constitué, qu'est-ce qu'un sol en bonne santé, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des sols. Voilà. La journée, l'occasion d'échanger sur les sols, de vous communiquer pas mal d'informations et nous, on aura le plaisir, courant décembre, de revenir vers vous avec un deuxième défi de la Coupe de France du potager sur un quiz en ligne sur les sols. Donc, on se fera un plaisir de reprendre des informations communiquées aujourd'hui pour voir si vous avez été très attentifs, comme ça a été écrit d'ailleurs dans la discussion. Et Save Sol aura le plaisir de vous remettre un super petit cadeau aux gagnants. Donc, on vous donne rendez-vous le 19, il me semble que c'est le 19 décembre, ça a été communiqué dans l'agenda. Et Pascaline, je vous remercie. Et si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut clôturer la séance. Pas mal de personnes doivent, je pense, poursuivre leur après-midi. Ouais, en cours de récréation, comme ça a l'air d'être le cas. Donc, oui, juste merci à tous. Il y avait une question sur les limaces et les escargots. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est très très important d'avoir des limaces et des escargots dans son sol. Et pourquoi est-ce qu'ils nous mangent des petites plantes qu'on aimerait cultiver? Ça, c'est une grande question. Il y a des réponses, mais c'est très important qu'il y ait des limaces et des escargots. Peut-être une prochaine fois, on en parlera. Oui, on ira plus loin. Ok, merci beaucoup. Excusez-nous, vous allez Merci beaucoup à tous. Le 19, c'est les vacances? Le quiz du 19?
19, Vous entendez? Oui. Oui, on vous entend. On vous entend. C'est les vacances, c'est exact. Oui, c'est les vacances, tout à fait. C'est lundi. Le 18, 18h. Mais on peut se connecter depuis chez soi, même si on est en vacances. Oui, voilà, tout à fait. Oui, mais l'intérêt, c'était de le faire avec les élèves. C'est vrai. C'est pour ça. C'est vrai. Je pense pas qu'ils se connectent. Oui. Seul, je pense pas. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Merci Pascaline.